dans ce premier épisode de COVID-19 vs tremblement de terre, se défendre ou faire face. Avant d'ajouter Tim Valda dans le live, j'aimerais commencer par vous expliquer un peu l'objectif derrière cette série, cette série que j'ai décidé de lancer. J'ai beaucoup de personnes qui nous écrivent. J'aimerais vous dire que je pense qu'on évite de manière très consciente, en tant qu'Haïtien, que ce soit Haïtiens en Haïti ou qui font partie de la diaspora, on évite de parler de ce qui nous fait mal, de ce qui nous affecte, des crises qui nous entourent et on a la capacité de le faire, puis je pense que c'est important pour pouvoir passer au travers d'une crise, de pouvoir en parler, de pouvoir parler de ce que ça vient chercher chez nous. Alors, pour pouvoir mettre les bases par rapport à cette série, j'ai sorti quelques définitions que je pense qui sont importantes pour nous permettre de briser ce tabou autour des crises que nous vivons. Alors, les définitions sur lesquelles je me suis basée pour fonder cette série et le choix des invités sont les suivantes. Alors, d'abord, un mécanisme de défense. C'est un processus mental automatique qui s'active en dehors du contrôle ou de la volonté et dont l'action demeure inconsciente. Donc, quand quelqu'un quand quelqu'un est face à une situation et choisit de se défendre, c'est pas vraiment un choix. C'est automatique que quand quelqu'un nous fait mal, qu'on n'a pas les ressources pour pouvoir faire face à ça, que notre cerveau, que notre moi s'active et puis dit OK, il faut qu'on fasse face à ça, il faut qu'on se défende par rapport à ça. Donc, je vais, par exemple, te faire nier que ça arrive ou te faire sublimer. Donc, tu vas aller commencer à faire quelque chose qui n'a pas du tout rapport pour pouvoir passer la crise ou la colère ou la peine que tu es en train de vivre au lieu vraiment de la vivre. À l'opposé, mais pas tout à fait, il y a ce qu'on appelle un coping mechanism ou ce qui est souvent appelé en français une stratégie d'adaptation ou un mécanisme d'adaptation. C'est un mécanisme aussi pour faire face. Alors, c'est un ensemble d'efforts cognitifs ou comportementaux en perpétuel changement pour gérer les demandes externes ou internes, évaluées comme étant à l'épreuve ou excédant les ressources personnelles. La réelle distinction entre ces deux, c'est très précis en fait. Quand on fait face à quelque chose, contrairement à un mécanisme de défense qui s'active automatiquement, les processus d'adaptation ou les processus qui nous permettent de faire face, ce sont des choix qu'on fait. On fait ces choix à travers des opérations mentales volontaires pour choisir de dire je fais face à cette situation, je veux amener une réponse à ce problème ou je veux me concentrer sur moi-même puisque je n'ai pas le contrôle sur le problème. Alors, voilà, c'est la base de cette série. Et sans plus tarder, je vous invite, en fait, je vais ajouter Kaizun, Tim, qui va venir prendre le relais avec moi et la discussion va commencer. Merci encore d'être là et j'attends vos commentaires par la suite. Comment vas-tu? Oh my God, comment vas-tu? Ça va, en pleine forme, en confinement, mais ça va. Ça c'est pas gay. On est en confinement au Canada, en Haïti, en France, tout côté. Partout. Mais au moins, beaucoup de personnes peuvent nous suivre parce qu'ils sont censés être à la maison, pas vrai? Tout à fait, tout à fait. C'est l'une des choses positives que j'apprends, que j'apprécie de ce confinement-là. Tout le monde est disponible, on peut faire des lives, on est sûr qu'ils vont être présents. Excellent. Alors, Tim, avant de commencer, j'aimerais te remercier énormément d'avoir répondu oui positivement à la participation à cette nouvelle série que je fais. Tu es ma première invitée, donc zéro stress. On est tous en train d'apprendre pour être sûr que ça fonctionne. Et oui. je sais qu'on va parler peut-être de sujets qui vont aller chercher peut-être des choses difficiles ou bien des souvenirs qu'on n'a pas nécessairement envie d'aborder.
Mhm. que tout le monde n'est pas encore prêt à aborder parce qu'il y a ça aussi. Hein. Ouais, il y a ça Donc, aussi. je voulais vraiment te dire merci. Et sans plus tarder, rentrer dans le vif du sujet parce que moi, je suis de ce type. Hein. On ne ferme tourne pas autour Rapidement. du pot. Alors, On fait ça. je te remercie aussi, Marina, d'avoir pensé à moi. Je suis la première invitée. Et ça change un peu la dynamique parce que c'est toi qui étais habituellement mon invité. Ah! Heureusement que tu dis ça! Parce que les gens pourraient croire que, pas vrai, et je mets Tim on the spot, mais Tim m'a déjà mis on the spot, donc c'est donnant. Voilà, C'est c'est vrai, clair. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, je suis contente d'être là. Donc, Tim, pour commencer, j'aimerais que tu me racontes un peu, c'est quoi ton expérience du tremblement de terre du 12 janvier 2010? C'est une histoire assez... Au fait, lorsque j'y pense, même 10 ans après, comme tu disais, les souvenirs reviennent. Mhm. Mais à chaque fois, c'était comme si c'était hier. Et j'étais en vacances en décembre. Mon compagnon et moi, on avait passé les fêtes de fin d'année chez ma famille, là-bas. Et il faisait exceptionnellement froid cette année-là en Floride. Exceptionnellement froid. Et j'avais hâte de rentrer chez moi. Je voulais rentrer chez moi. Et je me rappelle, lorsqu'on est arrivé à l'aéroport, je suis restée dans la voiture et j'ai dit à mon frère, je lui ai dit, vous descendez les bagages et je vous attends. Maintenant, ils ont descendu les bagages. Je suis rentrée à l'aéroport. En arrivant en Haïti, à l'époque, il n'y avait pas encore la passerelle, donc on devrait descendre l'escalier. Et donc, j'ai regardé le soleil et puis il me dit, ouh, regarde un petit soleil qui a gaspillé. J'ai ouvert Ben, mes deux bras ben, et tu sais, il y avait les troubadours là, qui t'accueillaient. Et là, je pense que Haïti est l'un des rares pays. Lorsque tu rentres à l'aéroport, tu es accueilli par un band live. Ok? Tu as de la live. musique live. Et m'a chanté, mes amis, dans le pays, moins content, etc. C'était le 11 janvier. Wow. Donc, je suis rentrée à la maison, on est rentré. Et en montant, comme je savais que je revenais de vacances, donc je suis passée par un supermarché qui était le Caribbean Market. Je suis passée et j'ai pris le strict minimum parce que je me disais que je vais sortir demain, il n'y a pas de problème, parce que j'avais des rendez-vous, etc. Donc je rentre, on est rentré et je devrais aller travailler et j'avais une grippe, je me rappelle, et mon compagnon m'a dit, tu sais, ou malade, reste chez toi, repose-toi, etc. Et sans même réfléchir, je suis restée chez moi. Et c'est là que vers 4 heures, justement, j'ai senti les secousses. Bizarrement, dès les premières secousses, je savais que c'était un tremblement de terre. Bon, ça Oui, je c'est. le savais. Et je me suis mis sur le pas, sur la porte, sous la porte de ma chambre parce qu'on me disait voilà et qu'il fallait rester là. Mais en même temps, je n'avais pas, j'avais beaucoup sous-estimé ce qui s'est passé. Ah. Beaucoup sous-estimé. Donc, je suis rentrée chez moi et puis, le soir même, on est resté dans la maison et je me suis endormie. Parce que lorsque je suis descendue à Pétionville, à l'époque, on était à Bois-Moquette, je suis descendue à Pétionville, on est descendu, on a regardé, puis on voyait les gens qui venaient poussiéreuses et en pleurs, avec les bras en l'air, qui criaient, mes amis, c'est la fin du monde et c'est fini, Haïti, il n'y a plus de Haïti, etc. Et ça commençait à m'agacer parce que je me disais, même mes amis, c'est juste une petite secousse, que les gens font ce drame, etc. Et puis, il me dit, bon, tu sais quoi, je reste chez moi parce que vraiment, parce qu'il n'y avait pas longtemps, il y avait eu l'école de Nirette qui s'était effondrée. Donc, Ouais. dans ma tête, c'était quelque chose de similaire, etc. Donc, on va bien vite régler ça, et puis bon, on le rentre. Maintenant, le lendemain, entre-temps, mon téléphone ne répondait plus, comme tous les autres téléphones. Et j'ai reçu un appel vers 5 heures du matin, dans la matinée. Mon frère m'a appelé pour me dire, et Tim, où est-ce que tu es? J'ai dit, je suis chez moi en train de dormir. Il me dit, Oui. mais qu'est-ce que... Tu diminues la chose comme si. Je Je lui ai dit, tu sais quoi? Parce que lui, il habite en Floride. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je t'ai toujours dit, c'est moi qui viens en Haïti, c'est moi qui dois te donner les nouvelles. Il me dit, mais Tim, je suis en train de vous regarder là sur CNN, le palais national n'existe plus. J'ai dit, quoi? Donc, maintenant, on s'est réveillé. Finalement, on s'est dit, OK, on va sortir. On a pris nos sacs à dos, etc. Maintenant, on est descendu vers Pétionville. J'ai commencé à sentir
à vivre le tremblement de terre, c'est en arrivant à la rue panaméricaine. Et puis, j'ai Mm. regardé à ma droite, j'ai dit, mais il y avait quelque chose qui était là. Mm. Et puis, j'ai dit, mais oui, l'hôpital des petits frères et sœurs. Et puis, c'est là que j'ai commencé. À partir de là, littéralement, je marchais, je traversais les cadavres. Ouais, Littéralement. Et ouais. c'est là que la panique a commencé parce qu'il fallait trouver la famille, il fallait appeler les gens et ma tante, et mon beau-frère, il fallait appeler tout le monde. Et là, on était en panique parce qu'il n'y avait plus de véhicules, il fallait contourner la Marcher, route de aller. Ah Bourdon, oui. marcher. Et maintenant, en marchant, c'est là qu'on réalise parce qu'il y avait encore des cadavres partout, etc. Maintenant, le jour même, par un hasard, j'ai rencontré un ami, un collègue, et on travaillait ensemble. Il était sous les décombres, il a pu s'en sortir. Maintenant, il y avait des autres collègues qui avaient des pieds et qui étaient encore sous les décombres. Il a fallu les emmener à l'hôpital. Et je pense que je vais vivre le moment le plus difficile de ma vie jusqu'à présent. C'était à un hôpital tout près de la cathédrale. C'était les Cubains qui s'en occupaient. Et lorsqu'on est arrivé avec une de nos collègues, et il y avait pas de, ils avaient un Delco, mais il n'y avait pas de carburant. Donc, ils nous ont demandé Wow. est-ce qu'on pouvait trouver du carburant. Mon compagnon et mon ami sont allés à l'institution où on travaillait et ils ont été aspirés de la gasoline avec leur bouche sur un des véhicules sur lequel le building était effondré. Ils ont mis ça dans un récipient pour apporter aux Cubains pour qu'ils puissent opérer les Pour gens. que le Mais DELCO puisse malgré fonctionner, tout, que la voilà, génératrice pour qu'ils puissent fonctionne. fonctionner. Mais malgré tout, la lumière ne suffisait pas. Et je me rappelle, au moment où on faisait les opérations, on était obligé de tenir nos téléphones allumés pour qu'on puisse faire ça, sans anesthésie. C'était terrible de vivre cette douleur et Ouais. de Et ça, voir, c'est le. voilà. Ah oui, oui, oui. J'ai vu des enfants, j'ai vu des femmes, et tu sais, le pire, c'était de se sentir tellement démuni, tellement impuissant. De voir la douleur, de voir le désespoir et de ne pas savoir la famille, où est-ce qu'ils sont, les amis, Non, où est-ce qu'ils c'est sûr. sont, et nous-mêmes, parce que, Non, c'est entre-temps, sûr. les secours sont continués et à chaque fois, il y avait la panique, on se disait, mon Dieu, qu'est-ce qui va encore arriver, est-ce qu'on va... Donc, et ça, c'est les premiers jours étaient difficiles parce que après, il a fallu aussi vivre avec l'odeur et jusqu'à présent, cette odeur reste, je peux dire, avec moi. Tu vois, les jours qui ont suivi, où les cadavres étaient alignés dans les rues, où partout où on passait, on sentait, c'est comme si il y avait était toujours présent. Est-ce que d'un point de vue psychologique, il y a un parallèle à faire entre ces deux crises-là? Parce que ce sont toutes les deux des crises, ce sont toutes les deux un désarroi, une incertitude, le sentiment de peur et de tout, quoi. Mais tu n'as pas cette image ou bien la mort ou bien le mobile autour de toi. En tout cas, pas en Haïti en ce moment, je me trompe. Oui. Au fait, bizarrement, Marina, dès le début, c'est comme si mentalement je faisais cet exercice de parallèle entre le 12 janvier et Covid. C'est-à-dire, lorsque tu m'as invité à l'émission, j'ai dit waouh! Parce que, au fait, je faisais cet exercice mental et de voir à chaque fois c'était quoi les parallèles, au fait, de l'expérience qu'on a eue, comment est-ce que ça peut nous aider, par exemple. Et je pense que Ouais. pour le tremblement de terre, la première différence, d'abord on va voir les différences. La première différence, c'est que le tremblement de terre était complètement inattendu. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui n'était même pas au courant de ce que c'était. Et si ça pouvait arriver en Haïti, parce qu'on ne nous a jamais parlé de ça. Moi, je le dis tout le temps. J'ai fait mes études primaires au Cap-Haïtien. J'ai été visiter très tôt la citadelle, le palais sans souci. C'est dans le livre d'histoire qu'on m'a dit une seule phrase. Un tremblement de terre ravagea la ville du Cap en 1842. Mais à part ça, on n'a eu aucun détail. J'ai su que la moitié de la population du Cap était disparue, c'est le 12 janvier.
mais on n'a jamais eu de conversation à ce sujet. C'est la première Différence. La première différence, c'est que c'était complètement inattendu contre le Covid. On entend, on a des nouvelles, on se prépare ou on ne se prépare pas, on banalise ou on ne banalise pas, mais on a l'information, contrairement au tremblement de terre. La deuxième différence, c'est que le tremblement de terre nous a tous poussés dans les rues. Tout le monde était obligé de sortir. On a passé des nuits à la belle étoile. Et il y en a pour qui c'était... Voilà, parce que justement, le lendemain, je ne suis pas dormi chez moi. OK? Donc, on a tous passé, tu vois, ces moments-là avec des gens avec lesquels on ne parlait pas, on ne saluait pas, mais on s'est retrouvés tous ensemble dans les rues. Avec Covid, on rentre. On rentre. Tout le monde rentre. On voit pas on se confine. Au contraire, on a peur. On a peur de l'autre, exactement. On a peur de l'autre. C'est-à-dire, le 12 janvier, il y avait cet élan solidaire vers l'autre. C'est-à-dire, on se disait, on demandait des nouvelles de l'autre, on voulait lui apporter quelque chose, etc. Mais là, on ne reçoit pas de visite et on ne touche pas l'autre, on n'embrasse pas l'autre. Et je me 12 janvier, à chaque fois que je voyais quelqu'un que je n'avais pas vu, la tendance c'était, on embrassait l'autre, on était content. Ça va? Oui, ça va. C'est qu'on a des petits problèmes de connexion. Pas, on se salue à peine. Et moi, ça m'arrive ces derniers temps de rencontrer des gens que je n'ai pas vus depuis très longtemps au supermarché. C'est juste. OK? Comme ça. Exactement. Alors que le 12 janvier, voilà, le 12 janvier, oui, le 12 janvier, on était plutôt content de voir l'autre. On l'embrassait parce que, waouh, tu es en vie, je suis contente de te voir, etc. Donc, ça, c'est aussi une autre différence. L'autre grande différence, c'est que le 12 janvier, c'était Haïti. Le tremblement de terre, c'était vraiment Haïti. Et dès les premières heures, on avait la République dominicaine qui était dans les frontières, qui voulait apporter de l'aide. On a eu les États-Unis le lendemain, 3 jours après, on a eu la France, on a eu pratiquement le monde entier au chevet d'Haïti. Et moi, ça m'amusait de regarder tous les sans frontières qu'on avait eu. On avait eu avocats sans frontières, vétérinaires sans frontières, médecins sans frontières, professeurs sans frontières. On avait eu tous les sans frontières en Haïti. Et d'autant plus qu'il y a, voilà, tous les sans frontières. Maintenant, personne ne peut être au chevet de personne parce que tout le monde est malade. Tout le monde. La crise existe encore plus qu'avant, mais voilà. Retourne dans ton côté de la voilà, exactement. OK? Donc, et on accordait l'asile aux Haïtiens, mais maintenant, on refuse tout le monde. Donc, les frontières sont fermées, les pays se referment sur eux-mêmes parce que tout le monde gère ses propres problèmes. Donc, ça aussi, c'est une grande différence avec Covid. Maintenant, les similarités avec le tremblement de terre et avec Haïti, alors là, on parlait de similarités, mais je vais permettre-moi de rappeler sur une grosse différence, c'est que les informations étaient plutôt canalisées avec les médias traditionnels. Aujourd'hui, 10 ans après, tout le monde est porteur de l'information. C'est-à-dire, en 2010, il a fallu attendre peut-être certains médias ou encore des gens qui étaient sur place pour donner les infos, mais maintenant, le rôle que cela joue dans notre santé mentale parce qu'il y a une surabondance d'informations et on ne fait pas souvent le tri par rapport aux informations qui nous arrivent, ce qui fait que notre santé mentale en prend un grand coup. Donc, pour les similarités, ça, on n'est pas en confiance et ça augmente les incertitudes, ça augmente les crises de société parce que on sent qu'on n'est pas en charge. Tu vois? Et même par rapport au centre de santé, on est tout aussi démunis.
on est tout aussi démunis. Wow, la lumière c'est parti. On est tout aussi démunis parce que en 2010, on avait des centres de santé qui qui ne pouvaient pas accueillir tout le monde. D'ailleurs, le centre de santé dont je te parlais, tout près de la L'hôpital. cathédrale, Oui. c'était en pleine rue pratiquement, parce qu'on ne pouvait plus accueillir les gens à l'intérieur. Donc, encore une fois, on se retrouve face à une carence en termes d'institutions de prise en charge et, et ça rend beaucoup, ça augmente les incertitudes. Donc là, c'est plutôt les différences. Je ne sais pas si tu en as, mais j'ai pu relever les Non, similarités. c'est sûr. C'est sûr que moi, je Mhm, pense que quelque part, on a aussi cet aspect du temps. Tu vois, le tremblement de terre est très ponctuel, mais ça a eu des séquelles très longues. En oui. ce moment, la crise qu'on est en train de vivre, c'est du continu. Ça monte, Mhm, ça descend, on ne sait pas, on essaie des choses, on est encore en train, et le monde au complet est encore dans l'incertitude de comment ça va se gérer. Puis, mhm, c'est pas un choc d'un coup, tu vois. C'est un choc mhm. continu de quelqu'un qui est décédé aux États-Unis, quelqu'un qui est décédé en Haïti, une maladie que que mes potes sont en train de vivre, que je peux contracter. Je sais comment je peux la contracter, mais je ne sais pas quand ça va m'arriver. Donc, il y a aussi ce sentiment, quoi. Tu comprends? Yes, yes. Tout à fait. Et Tout à fait. je continue. Les Haïtiens et les Haïtiennes aujourd'hui ont développé ou sont autonome en mode se défendre par rapport à quelque chose, quelle que soit la crise qui nous arrive. Alors, et on va un petit peu continuer sur les différences, parce que là encore, j'ai pu voir en termes de mécanisme par rapport au tremblement de terre, par rapport non seulement maintenant au tremblement de terre, mais toutes les autres catastrophes auxquelles on a dû faire face. Parce que de crises, que ce soit les crises politiques, les crises sociales, par exemple, lorsque on parle de confinement, pour beaucoup de pays, c'est nouveau. C'est très nouveau. Rester chez soi une semaine, ne pas pouvoir sortir, c'est très nouveau. Mais il y a une génération en Haïti et qui connaît ça, qui vit avec ça et qui s'adapte avec ça. C'est-à-dire les Ouais, mois sans aller à l'école, les semaines sans pouvoir sortir de chez soi. Et même très récemment, on a eu le fameux pays lock en Haïti où tout le ouais, monde était pratiquement confiné chez eux et ne pas pouvoir sortir. Maintenant, euh, en plus de ça, il y a eu des épidémies en Haïti auxquelles on a dû faire face et le système de santé, que ce soit avec le sida, que ce soit avec la tuberculose, avec la malaria qui est endémique ou avec le choléra très récemment. Et à ouais. chaque fois, par exemple, avec le sida, c'était à peu près pareil. Ça a commencé dans d'autres pays et puis bon, en Haïti, on a commencé à avoir des cas au début des années 80 et tout de suite, ça a été aussi la panique. Et ça a pris des années, vraiment des années, mais vraiment de travail, de sensibilisation, de mobilisation pour que la population puisse vivre avec le fait qu'il y ait des gens qui soient séropositifs et qui peuvent mener une vie normale. Donc au début, c'était la stigmatisation, la peur, parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Il y avait, au fait, c'était carrément une... Parler du sida à l'époque, c'était dire on allait mourir. Et donc, ça a créé panique, tout comme la tuberculose qui était appelée en Ouais. Haïti maladie Tikaï. Et lorsque les gens étaient atteints de tuberculose, on les mettait dans des maisons éloignées. Je ne t'entends pas. Ok, je te J'ai du mal à entendre. Je n'entends pas? donne. Ça va maintenant. Ah, ok. Donc, voilà. Et maintenant, ok, ok, ça va. En termes de mécanisme de défense, je pense que ce soit pour le tremblement de terre ou encore pour le COVID ou le sida, d'abord c'est le déni. Et j'ai beaucoup vu ça au début. Et
différentes formes, au fait. Ouais. OK, ça se manifestait sous différentes formes. Et le tremblement de terre, on était devant le fait accompli, c'est-à-dire il y avait eu des morts, on comptait les morts, on comptait les cadavres, mais on va essayer de trouver des explications à ça. Dans un premier temps, on a accusé les gays, les homosexuels, comme étant ceux-là qui ont attiré la malédiction sur Haïti. On a accusé les vaudouisants comme étant ceux-là qui, voilà, qui ont amené ça, parce qu'il fallait trouver, parce que c'était pas normal, il fallait trouver une explication. Voilà, il fallait trouver une explication. Et avec COVID-19, on sent venir la même chose. Et au fait, c'est pas seulement en Haïti. D'ailleurs, lorsque je regarde sur Internet, les conspirationnistes, les adeptes de la conspiration, ça pollue, voilà, ça pullule à travers le monde où on essaie de trouver des explications, que ce soit on veut contrôler la démographie mondiale, on veut sur la face du monde, on veut contrôler les pharmaceutiques, veut faire de l'argent. Il y a la totale, quoi. Il y a plein d'explications et en Haïti, on n'est pas de reste. En Haïti, on pense plus ou moins que ce qui arrive, il y a quelque chose de en haut, c'est-à-dire un être qui gère tout ça. Il y en a qui, voilà, de mystique, ou encore une manipulation de la part des grands pays, des blancs, entre guillemets. Et est-ce que tu penses qu'il y a, on aussi, parce que là, on est en train de parler de comment on se défend. Mais je sais que Haïti passe au travers de cette crise l'une après l'autre. On a aussi des outils ou bien des mécanismes pour faire face à ce type de crise. Quel type de mécanisme on utilise pour y faire face? Et le premier mécanisme que je vois qu'on utilise souvent, que ce soit le 12 janvier et maintenant, c'est l'humour. L'humour, voilà. L'humour haïtien. Et avec le 12 janvier, d'ailleurs, on a appelé le 12 janvier Goudou Goudou. Et il y avait une musique en bas des combes et qu'on chantait allègrement d'ailleurs. Certains ne pouvaient pas comprendre comment est-ce qu'on pouvait chanter en bas des combes. Comme si ça choquait, mais on le faisait. Et avec Covid, je n'ai pas encore entendu de chansons, mais j'ai entendu plein de blagues. Il n'y a pas encore de chansons, mais plein de blagues, mais vraiment plein de blagues. Et que ce soit les blagues directes par rapport au corona ou encore des blagues qui, par rapport à la situation de confinement, par rapport aux programmes qui ne sont pas réalisés. Donc, l'humour est présent. Haïtienne n'a pas perdu son humour. Et je pense que dans toutes les situations, et que ce soit de pays là, que ce soit de catastrophes naturelles et cyclones, etc., on trouve toujours un moyen de garder notre sens de l'humour. Je trouve ça merveilleux. Totalement. Je trouve ça merveilleux. Et là, je pense que c'est ça. L'autre mécanisme qu'on essaie, c'est se rapprocher. Voilà, c'est se rapprocher. Et je pense que c'est vrai, il y a la discrimination, c'est vrai, il y a la stigmatisation, mais en même temps, on se rapproche des gens qu'on connaît. C'est-à-dire, il y a cette forme de solidarité quand même qui existe, qui a toujours existé. Donc, on se demande comment est-ce on se demande des nouvelles de l'autre. On n'est jamais trop seul en Haïti. Vraiment. On n'est jamais tout à fait seul parce qu'il y a toujours, que ce soit les voisins, lorsque ce n'est pas les voisins, c'est la famille. Et la famille au sens large du terme, parce que la famille en Haïti, c'est jamais le père, la mère et les enfants. C'est aussi, voilà, c'est aussi les cousines qu'on essaie de trouver les liens parce qu'on sait que c'est une cousine, mais on est cousine. Voilà. Et on est cousine. On est cousine. Mes tantes, c'est voilà. Exactement. Et lorsque quelqu'un te demande, mais c'est ta tante, je sais que ta maman a trois sœurs, mais c'est ta tante. Oh my God. Oui. Non, Mais moi, tu vois, ce moment-là, c'est tellement moi. Et la réalité, c'est que c'est sûr que c'est un moyen pour faire face. Parce que sinon, on se retrouve seul à devoir confronter ce type de situation. Et, exactement.
c'est aussi dans notre culture que de se rassembler, que ce soit dans la peine, que ce soit. C'est, en fait, on s'attache, on se rapproche pour survivre, pour être capable de survivre ensemble. Exactement. Et je pense que tu as relevé des points essentiels et je pense que ça va amener à ma prochaine conversation la semaine prochaine. Et sincèrement, je te remercie pour tout c'est à moi de te ce remercier. que tu amènes. Et je pense que aller des conversations sur vidéo et surtout peut-être amener une réflexion parce que c'est ce que je veux amener aussi. Comment on voit ce type de crise et comment on le gère? Est-ce qu'on est capable de se regarder dans le miroir et de dire je réagis comme ça parce que j'ai peur ou que je suis dans l'incertitude ou que je me sens seule? Donc, j'espère que ça va amener des réflexions. Je te remercie. On espère aussi. C'est un plaisir. Et puis, on se garde en contact de toutes les façons, continue à faire toutes les belles choses que tu fais. Et puis, beaucoup d'amour de Montréal étant, le soleil commence, donc beaucoup de chaleur aussi. Beaucoup de chaleur, je t'envoie beaucoup de chaleur d'Haïti. C'est un plaisir, ça fait longtemps. Et vraiment, alors l'une des choses, c'est vraiment la technologie, je le dis tout le temps, la magie de la technologie nous permet de traverser tout ça ensemble et de partager, de continuer à partager. Donc, et c'est une opportunité. Je vais continuer parce que pendant longtemps que j'avais refusé de faire des lives, je me disais, où la caméra. Donc là... Non, tu es magnifique, c'est excellent. On a des petits problèmes de connexion, mais le message passe, c'est le plus important. Le message est passé, je l'espère. Donc voilà, à la prochaine. Et... Mais oui, la prochaine fois, c'est moi qui t'invite. Tim va recommencer. Donc, prépare-toi. On the spot. Avec plaisir. Prends soin de toi, Tim. Mais oui, bye bye Marina. Prends soin de toi. Bye.